Salut tout le monde! Ceci est le troisième chapitre et la première partie des vidéos Crystal Clear Electronics, où nous vous présentons le sujet des symboles électroniques. Je suis Barani Benz, un étudiant en troisième année d'ingénierie électrique. J'ai toujours été intéressé par l'électronique, mais je m'y suis vraiment plongé lorsque j'étais au lycée et que j'ai construit mes premiers circuits. Je ne les ai pas conçus moi-même, bien sûr, mais j'ai suivi les schémas de circuits que j'ai réalisés en utilisant les symboles que nous allons vous montrer dans ce chapitre. J'aime aussi travailler avec des circuits analogiques, mais je suis surtout intéressé par les microcontrôleurs et le développement de logiciels embarqués. Notre présentateur aujourd'hui est Gergely Lagler. Merci pour l'introduction, Benz. Le chapitre d'aujourd'hui porte sur les symboles électroniques, mais nous allons brièvement parler des résistances et des condensateurs. Le troisième chapitre a été écrit par Karoli Poka. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà préparé quelques composants électroniques et outils pour vous. Gergely, peux-tu parler de l'importance de connaître les symboles électroniques le plus tôt possible? Notre objectif est de rapprocher tous nos spectateurs du monde de l'électronique, et nous espérons que beaucoup d'entre eux deviendront concepteurs de matériel et développeurs de logiciels. Le schéma de câblage montre les composants de notre circuit et leurs connexions. Concevoir un schéma de câblage est l'une des premières étapes de la conception matérielle, mais les développeurs de logiciels en électronique doivent également les comprendre. Vous devez comprendre les schémas de connexion. J'ai compris. Par exemple, je viens d'ouvrir sur mon ordinateur portable le schéma de câblage de l'un des appareils électroniques qui sera utilisé dans le programme Crystal Clear Electronics 2. Ici, vous pouvez voir divers composants, et il est évident que l'ensemble du schéma du circuit ne tient que sur plusieurs pages. Par exemple, je vais maintenant cliquer sur l'onglet des périphériques I2C. Ici, vous pouvez également voir beaucoup de composants, et sur une page de câblage séparée, nous avons inclus les composants pour les entrées et sorties générales. Il est facile de voir que sans un schéma de câblage, il serait difficile de transmettre autant d'informations à un tiers en mots simples. Dans les parties ultérieures des chapitres de Crystal Clear Electronics, vous trouverez également des schémas de câblage à plusieurs endroits, et nous voulons que vous les voyiez non pas comme des peintures abstraites de style moderniste, mais comme des instructions faciles et rapides. Pour garantir que le schéma de câblage que nous concevons puisse être interprété par d'autres, nous devons utiliser des notations standards. Malgré les efforts pour créer un système unifié, il existe deux types de normes. L'une est l'IEC, Commission électrotechnique internationale, et l'autre s'appelle ANSI, Institut national américain des normes. Pour les parties incluses dans ce chapitre, nous visons à démontrer les deux normes. Jetons un coup d'œil au PDF téléchargé du programme, comment nous marquons les fils et les nœuds. Sur le premier diagramme, nous voyons 8 composants, qui sont connectés par des lignes représentant des fils. Vous avez peut-être vu des schémas de câblage très compliqués, où vous ne pouvez pas tracer des lignes sans en croiser au moins 2, ou beaucoup plus. Pour rendre le schéma de câblage clair, nous devons distinguer les parties où les fils se croisent et sont connectés, et celles où ils se croisent mais ne sont pas connectés. Les marquages des nœuds rendent le schéma de câblage clair. Il est plus facile de s'y retrouver avec eux. Dans certains cas, non seulement les nœuds sont marqués, mais les croisements où aucune connexion physique n'est faite sont également marqués par un arc. Vous pouvez le voir dans ce diagramme. Nous avons résumé ce qui précède pour vous dans un tableau explicatif dans le matériel de cours. À gauche se trouve le nœud, et à droite, deux incarnations où nous voulons représenter l'intersection non connectée. J'ai tendance à utiliser celle du haut, car je pense qu'elle est plus transparente et plus claire. Examinons ce qu'est un circuit ouvert. Dans les schémas de câblage, le circuit ouvert souligne qu'il n'y a pas de conducteur dans la section marquée qui garantirait le flux de charge, donc le courant ne peut pas circuler. Dans un circuit ouvert, le courant est considéré comme nul, et par conséquent, la résistance est considérée comme infinie. Dans le programme, nous pouvons également voir le symbole d'un circuit ouvert. Ici, notez que nous ne voulons pas souvent attirer l'attention sur un circuit ouvert lors de la conception d'un schéma de câblage. Vous verrez rarement ce symbole.
Nous voulons toujours alimenter nos circuits à partir d'un appareil. Dans un environnement de laboratoire, il s'agit le plus souvent d'une soi-disant alimentation de laboratoire, dont vous pouvez en apprendre davantage dans le chapitre 4. Si vous n'utilisez pas une alimentation de laboratoire, vous utiliserez une alimentation CC, une cellule de batterie ou une batterie. Cela est lié à l'un de mes objets personnels préférés, qui est cette meuleuse d'angles sans fil. Nettoyeur d'accumulateurs. Je l'adore parce qu'il peut fournir une solution efficace à bon nombre de nos problèmes. Bien sûr, c'est un outil dangereux, donc je ne l'utilise qu'avec des lunettes de sécurité. Si je devine correctement, la batterie de votre meuleuse d'angles contient également de telles cellules de batterie qui ne doivent pas être surchargées, immergées ou stockées ou utilisées à des températures excessivement élevées. Heureusement, le boîtier de la batterie contient un système de gestion de batterie, ou BMS en abrégé. Le BMS mesure ces caractéristiques et ne permet d'utiliser la batterie que dans les bonnes conditions. C'est exact. La cellule de batterie est rechargeable en raison des matériaux utilisés, tandis qu'une cellule galvanique très similaire ne doit pas être rechargée. Cependant, elles sont souvent utilisées. Alors, examinons le schéma de câblage de la cellule galvanique dans la leçon. Ces cellules sont fabriquées sous plusieurs formes. Sa forme la plus courante est la cellule AA. Dans la plupart des schémas de câblage ou des schématiques, la polarité n'est pas marquée avec un plus. La ligne longue représente l'anode chargée positivement. La plus courte représente la cathode chargée négativement. Donc la polarité est claire. En électronique, les batteries sont principalement utilisées au lieu de cellules uniques. Les batteries sont produites à partir de plusieurs éléments. Des cellules, généralement connectées en série, ce qui crée un niveau de tension plus élevé. Le symbole de la batterie se compose d'une série de lignes plus courtes et plus longues, qui représentent les cellules de la batterie. Les batteries galvaniques dérivent l'énergie électrique de l'énergie chimique. Lorsqu'elles sont utilisées, les matériaux à l'intérieur sont transformés et finalement la batterie se décharge. Puisque les équipements électriques ne fonctionnent pas toujours à partir de batteries, d'autres sources d'énergie peuvent également être impliquées. Par conséquent, les termes source de courant et source de tension sont utilisés plus souvent. La question peut se poser, que signifie cela en réalité? Regardons à nouveau l'explication et les symboles de circuit dans le tutoriel. La source de tension idéale est un élément de circuit avec deux bornes. Elle garantit une tension constante entre ces bornes, quel que soit le courant qui y circule. Le symbole de la source de tension idéale est un cercle avec une ligne à travers. Sur cette base, la définition de la source de courant idéale peut être dérivée. C'est un élément de circuit qui fournit une valeur constante de courant à travers ses bornes, quelle que soit la tension mesurée à travers elle. La tension dans les schémas de câblage est marquée par un U, son unité est le volt, et est notée par un V majuscule. Le courant qui circule dans le circuit est généralement indiqué par un I dans le schéma de câblage. Son unité est l'ampère et est noté par un A majuscule. Dans le schéma suivant, vous pouvez voir plusieurs sources de tension et de courant. Certaines d'entre elles sont connectées à des résistances. Il y a face à face auquel il faut se joindre. La tension et le courant sont généralement indiqués sur les schémas pour une meilleure compréhension. Tous deux sont marqués par une flèche. La flèche qui indique la direction du courant montre la direction opposée au flux d'électrons. Cela peut être déroutant, mais cela a des raisons historiques. De nos jours, il est clair que les charges négatives se déplacent dans les fils et non les charges positives. Dans le cas de la tension, la flèche pointe du point de potentiel élevé vers le point de potentiel bas. Dans le prochain épisode, nous parlerons de symboles plus passionnants, tels que la résistance, le condensateur, et des variations exotiques de ceux-ci. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez trouver tous les liens utiles ci-dessous. À bientôt. Au revoir.